Bonjour à tous, merci d'être venus pendant votre pause déjeuner. Donc je vais vous parler aujourd'hui de React 16 et du projet Fiber, dont vous avez peut-être entendu parler si vous êtes là aujourd'hui. Alors avant de commencer, qui je suis? Donc je suis Bruno, consultant chez Zenica. Mes domaines de prédilection, ça va être React. Donc, je fais une présentation dessus, tout ce qui est performance, et aussi l'UX design, plus la partie UX que design d'ailleurs. Si vous voulez me retrouver, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, pas très compliqué, prénom, nom, de partout. Et si vous voulez regarder un petit peu mes projets sur le web, vous avez les noms qui sont sur la diapo. Donc avant de commencer déjà, qui c'est dans la salle qui ne connaît pas du tout React ? Oh, ça va, pas trop de monde. Qui c'est qui connaît déjà les nouveautés de React 16 et qui est venu pour me juger? Ok, tant mieux. Alors, en premier lieu, donc, de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, ça, c'est le spoiler pour ceux qui ont envie de très vite voir ce dont il est sujet et qui ont envie de quitter la salle très très vite pour aller finir de manger. Donc, en premier, est-ce que c'est vraiment une version majeure? React 16, les dépréciations, la gestion d'erreurs, les valeurs de retour, le principe de portal, Fiber, etc. Alors, en premier lieu, est-ce que c'est une version majeure? Comme vous le savez sûrement, React fonctionne principalement via des numéros de version majeurs suivant le système majeur, mineur, bug fixe. Donc on en a déjà React 16, ça va très très vite. Alors j'ai cherché un petit peu sur internet des moyens de dire que le 16 peut être quelque chose d'assez majeur comme chiffre. Donc en premier lieu, il y a Louis XVI, la Révolution. Ça a été un changement majeur dans notre démocratie. Ensuite, la base hexadécimale. En tant que développeur, bon, on en connaît tous l'importance et l'utilité. C'est l'âge de la majorité sexuelle dans pas mal de pays dans le monde. Et enfin, c'est le numéro Pokémon de Roucoule. Non, en fait, ça, c'est pas vraiment majeur. Bon alors, plus sérieusement, le premier axe qui fait que c'est une version qui est majeure, en tout cas pour les équipes de développement, c'est justement le temps de développement de la version. Comme vous pouvez le voir ici, alors je ne sais pas si les chiffres sur la gauche sont très visibles, pour passer de la version 9 à la version 10 de React, il a fallu 1 mois, de la 10 à la 11, 4, puis 3, puis 5, puis 8, puis 4, et enfin, pour passer à la version 16, il a fallu 17 mois et demi. Mais bon, un temps de développement, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui prouve que c'est majeur. Il y a pas mal de langages et d'applications qui ont pas mal traîné avec des versions mineures malgré des temps de développement beaucoup plus longs. Alors, la première chose qui fait que c'est une version majeure aussi, c'est, suivant cette fameuse nomenclature majeur, mineur, bug fixe, c'est justement du breaking change. Et dans React 16, justement, on a une suppression des dépréciations qui était apparue dans React 15. Donc ces dépréciations, en réalité, c'est l'externalisation d'un certain nombre de fonctionnalités au sein de packages externes. Alors, les dépréciations que vous allez avoir supprimées sont React Create Class, qui du coup maintenant est un package React-Create-Class. Il va y avoir React Prop Types, qui est devenu tout simplement Prop Types. React.dom, qui est devenu React-DOM. Et React Add-on Test Utils, assez compliqué, qui est devenu partie de React DOM, et donc qui est React DOM / Test Utils. Donc normalement, si vous avez fait attention à votre code React et que vous êtes passé vous avez enlevé tous les warnings qu'il y avait dans votre application React 15, vous ne devrez avoir aucun problème pour la migration. Une version majeure, c'est aussi généralement un ajout de fonctionnalité. Donc, dans React, a été rajouté un concept appelé les Error Boundaries. Alors, c'est un concept très très avancé qui en fait est juste un composant React auquel on va ajouter quelques informations. Donc, une nouvelle méthode de classe qui s'appelle ComponentDidCatch, qui va permettre de transformer ce composant-là en Error Boundaries, c'est le terme utilisé par les équipes de développement. Et
et qui permet justement de capturer les erreurs de composants enfants. Simplement, on va créer un composant de type error boundaries, et tous les enfants de ce composant-là, dès qu'il y a une erreur qui va être lancée par l'un de ces composants-là, on va automatiquement le capturer dans la classe du error boundaries. Et là, il y en a sûrement certains d'entre vous qui ont le sourire en coin et qui se disent « Oh my god, the inventory catch ». Alors en réalité, ce n'est pas exactement un try-catch, étant donné que en fait, React est de type déclaratif. Et donc en fait, on va instancier un ensemble de classes initialement qu'on va utiliser derrière, et c'est l'exécution de toute cette arborescence-là qui peut lancer une erreur et non le code lui-même de React. Donc c'est quand même un concept qui est légèrement différent. Ils n'ont pas non plus réinventé le try-catch. Alors à quoi ça ressemble? Donc on a un morceau de code ici. Vous voyez au milieu le composant component did catch qui va justement être l'élément qui va permettre de détecter l'erreur. Automatiquement, à partir du moment où on a ça, React va déterminer que l'objet doit être appelé, va transmettre deux informations, error, info. Error, c'est juste un objet de type error. Et info, c'est un objet classique avec une clé qui doit être component stack trace, si mes souvenirs sont bons. Dans l'exemple que vous avez ici, en fait, c'est assez simple. Dès qu'on a une erreur, on va loguer ça dans le state de notre composant boundaries. Et à partir du moment où le hasErrorChange, on va afficher un petit morceau de code error pour signifier qu'on a eu l'erreur. Autrement, on affiche les children, donc tous les composants enfants de notre composant React. Ce qui est nouveau aussi dans React 16, ça va être les valeurs de retour. Alors pourquoi c'est nouveau? Quand on utilisait React 15 et avant, on avait comme valeur de retour possible un composant React dans la méthode render. On avait la possibilité de renvoyer nul aussi. Alors ça marche aussi avec les booléens true false qui sont considérés, qui sont gérés de la même manière que le nul. Et c'est tout. Dans React 16, on va avoir React Component, pas de régression, nul, toujours pas de régression, et on va avoir aussi les strings, donc ça évite d'avoir un composant qui va qu'on va créer uniquement pour du texte et qu'on va devoir encapsuler dans un span ou un div uniquement pour pouvoir en retourner un objet React. On va avoir les numbers, ça va vraiment très loin sur les capacités de retour. Et on va avoir les arrays, donc le principe simplement, même chose que pour le string, de pouvoir envoyer une liste d'éléments React sans avoir besoin de créer un élément DOM supplémentaire root qui va contenir l'ensemble des éléments qu'on veut. Et alors par contre, le array, ce qui est très important, c'est avec React de conserver le key pour pouvoir bénéficier de l'optimisation React. Donc n'oubliez pas les clés. Le principe suivant qui a été introduit dans React 16, c'est le principe de portal. Alors un portal, qu'est-ce que c'est? Une phrase qui est très bien faite, donc qui permet d'insérer du contenu à l'extérieur du conteneur, qui peut être utilisé dans plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, ça va être par exemple mettre à jour le titre de la page, les meta tags, ou tout élément qui va être à l'extérieur du root de notre DOM React. Ça peut être aussi utilisé pour gérer une modale. Alors je ne sais pas si ici il y a des gens qui ont déjà fait des modales en React. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont fait des modales en React et qui n'ont pas galéré? Voilà. Donc maintenant, avec le principe de portal, donc que je vais détailler tout à l'heure, vous allez pouvoir voir comment ça fonctionne exactement. Ce que ça peut permettre de faire aussi, le principe de portal, c'est d'ajouter une notification dans la page. Comme ça, c'est beaucoup fait à une période donnée, mais maintenant qu'on a les web notifications, j'espère que plus personne d'entre vous ne fait ça. Et enfin, ce qu'on peut faire, sky is the limit. C'est à vous de trouver des idées, des applications de ce genre de choses. Alors, pour le principe de portal, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, on va avoir tout en haut un élément qui va être à l'extérieur de mon root DOM. Ici, j'ai choisi le cas d'une modale parce que c'est vraiment celui qui est le plus utile et c'est celui sur lequel on galère le plus. Cet élément-là, on va le remplir quand on va avoir besoin de générer notre modale. Alors ici, on va créer un div interne
avec la variable EL ici. Le principe de mettre ce code-là, autrement, à l'exception de faire genre que je connais un petit peu du JavaScript et que j'ajoute beaucoup de code, ça peut être intéressant d'avoir le conteneur qui est à l'intérieur même du composant qui va gérer justement ce comportement-là, pour éviter d'avoir exactement les mêmes le contenu qui va s'insérer dans un nœud qui est complètement externe au composant React. Le didMount et le willMount vont simplement gérer l'ajout de ce div-là à l'intérieur de mon route. Et enfin, ce que je vais utiliser, c'est reactdom.createPortal, qui lui va effectivement faire le dessin de mes enfants à l'intérieur de l'élément. Donc même principe, thisProChildren, qui va l'écrire dans le div, qui est lui-même inclus dans la modal route. Et tous ces éléments-là, ils sont donc en dehors de notre route React. Ensuite, Fiber. Donc vous avez sûrement déjà entendu ce terme. Alors, je vous ai un petit peu menti. En fait, Fiber, c'est pas juste une partie qu'on n'a pas vue, c'est déjà tout ce qu'on a vu. En réalité, Fiber, c'est le nom de code qui a été utilisé pour le refactoring de l'ensemble du noyau React. Le noyau React, il avait la problématique d'être là depuis très très longtemps et donc d'avoir un certain nombre de legacy code, si vous avez vu certaines autres conférences aujourd'hui. Et donc du coup, ils ont décidé de complètement le réécrire. Fiber, c'est ça, mais c'est aussi un autre concept. Ça va être le concept de rendu asynchrone. À l'heure actuelle, quand vous utilisez du React, et même encore avec React 16 maintenant, vous allez avoir un rendu qui est synchrone. C'est-à-dire que React va bloquer complètement le navigateur pour faire son dessin. Une fois que le dessin est terminé, il rend la main et le navigateur peut faire ce qu'il veut. Ça pose un problème, évidemment, lorsque l'on veut faire des animations, en CSS par exemple, où on va avoir de gros problématiques de performance. Donc Fiber, qui donc est introduit dans le code source de React 16 mais qui n'est pas encore disponible, permet de régler ce problème. Donc comme je disais, ça ne fait pas de blocage du rendu, on évite d'avoir ce genre de choses. Et comment c'est fait? Eh bien simplement en découpant les tâches de rendu en chunks. Alors plutôt que de rendre tout l'arbre d'un coup, on va y aller branche par branche, et sous-branche par sous-branche, et sous-sous-branche par sous-sous-branche, pour arriver à avoir un rendu qui ne va pas bloquer notre contenu. Et ces chunks-là, en interne, ils sont traités par ordre d'importance. Donc en fonction de ce que va faire le composant React, ils vont arriver à être priorisés pour justement arriver à améliorer la performance. Et donc ces chunks, ils s'appellent des fibers. Alors, le concept de fiber est vraiment très intéressant. Je pourrais en parler pendant un moment, mais il y a Lynn Clark à la ReactConf 2017 qui a fait une super conférence, Cartoon Introduction to Fiber. Je vous conseille vraiment d'aller la voir pour en savoir plus sur le fonctionnel interne et sur ce qui a été fait comme optimisation pour arriver à faire de React 16 quelque chose de beaucoup plus performant. Mais encore, React 16, c'est plein d'autres petites choses. Donc je vais juste les lister comme ça parce que c'est beaucoup de bien moindre importance. Donc en premier, on va avoir les attributs DOM personnalisés. Donc après avoir réinventé le try-catch, on va réinventer le HTML. Vous pouvez maintenant mettre a my-attribute. Ça fonctionnera avec React 16. C'est génial. Vous allez avoir le server-side rendering qui est 3 fois plus rapide d'après des tests qui ont été faits. Donc c'est de plus en plus courant de voir des applications qui vont commencer par générer leur page côté serveur. Et donc il y a eu une sacrée optimisation à ce niveau-là. C'est aussi 25% de taille de réduction sur React DOM. Et c'est un React qui est 4 fois plus petit en taille. Donc au total, React DOM plus React, vous avez un gain de taille de téléchargement d'environ 32%. Donc c'est forcément grâce à la suppression des prestations qui justement ne sont plus dans le cœur mais qu'on doit inclure à côté, qui fait qu'on a ce gain de place. Alors malheureusement, sur React 16, il y a un certain nombre de prérequis au niveau de votre navigateur pour pouvoir le faire tourner. Le premier prérequis, c'est les objets ES6 map et set. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît map et set ici. Bon, personne lève la main, donc on va considérer que oui. Et le Request Animation Frame.
L'avantage, c'est que si jamais vous avez besoin d'utiliser les deux, vous pouvez les utiliser via Babel Polyfill ou JScore et les avoir en accessible. Donc pour aller plus loin, je vais vous partager les slides sur le Twitter, si vous avez bien noté mon username tout à l'heure. Vous allez voir les 3 liens, Egghead qui va donner des exercices qui vont vous permettre d'apprendre React 16. Vous allez avoir le lien YouTube qui est la conférence de Lynn Clark dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et enfin, un article un Allemand au nom imprononçable qui met pas mal d'exemples de code aussi sur les différentes fonctionnalités de React 16. Voilà, merci.